Si ce chien me mord, je jure que je vais poursuivre tout ce fichu refuge. Les mots m'ont échappé avant même que je puisse les retenir. Mon pouce accélérait alors que je restais figé devant le box numéro 19, la sueur perlait sur mon front malgré l'air conditionné glacial du bâtiment. La bénévole du refuge, une femme aux cheveux gris acier et au regard durci par des années à voir des cas désespérés, s'arrêta de passer la serpillière. Elle me lança un regard cinglant, un sourcil pointé vers le plafond. « Il ne mordra pas », dit-elle d'une voix plate. « Il est juste différent. » Le mot resta en suspens entre nous comme un défi. À l'intérieur de l'enclos grillagé, le berger allemand était immobile, me fixant de ses yeux dépareillés. L'un ambré, vif et attentif, l'autre voilé d'une cataracte laiteuse. Son pelage noir et fauve était un véritable champ de bataille, couvert de cicatrices, avec des plaques entièrement dépourvues de poils autour des côtes. Ses oreilles, normalement fières et dressées chez cette race, étaient abîmées sur les bords. Pourtant, dans son regard perçant, il n'y avait ni agressivité ni peur. C'était une sorte d'évaluation. Je m'accroupis, mes genoux protestant d'un craquement. Le chien ne broncha pas, ne jappa pas, n'avança pas vers moi comme le font souvent les autres. Il se contenta de m'observer. C'est à ce moment-là que je remarquai l'étiquette en laiton usée pendue à son collier effiloché. En plissant les yeux, je m'approchai pour déchiffrer la gravure effacée. Et 7 mots ont tout changé. Si vous lisez ceci, j'étais aimé une fois. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire en précisant la ville d'où vous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Je n'ai pas toujours été le genre d'homme à parler tout seul dans un refuge canin. Avant la retraite, j'étais le Staff Sergeant James Wilson, US Army. 25 ans de service avec des missions en Irak et en Afghanistan qui m'ont laissé une tige de titane dans la jambe gauche et des cauchemars qui me réveillaient toujours vers 3 heures du matin. Désormais, je ne suis plus que Jim, 58 ans, errant dans une ferme construite pour une famille que je n'ai jamais eue. Ma femme, Martha, est décédée il y a 3 ans d'un cancer du pancréas qui l'a emporté si vite que certains matins, je pose encore 2 tasses à café sur le comptoir. Puis, 2 ans plus tard, j'ai perdu Rusty, mon golden retriever, mon ombre fidèle pendant 14 ans. Il m'arrive encore d'entendre le cliquetis de ses griffes sur le plancher, la nuit, quand mes cauchemars sont particulièrement violents. Le thérapeute de la VA, l'organisme pour les anciens combattants, m'avait conseillé le bénévolat. Il pensait que ça me redonnerait un sentiment d'utilité. Alors, chaque jeudi, je conduisais 40 minutes jusqu'au refuge de Mapleton pour promener des chiens que personne ne voulait. Je ne prévoyais pas d'en adopter un. Enfin, pas avant de croiser cette étiquette en laiton. Le dossier du refuge était plutôt maigre. Mâle, berger allemand, environ 10 ans, pas de puce, aucune preuve de vaccination, trouvé en errance près de l'autoroute, 3 tentatives d'adoption ratées. Non, Reggie, même s'il ne réagissait jamais à ce nom. Les employés haussaient simplement les épaules quand je posais des questions. Il ne joue pas, il n'aboie pas, il se contente de fixer les gens. Et ça les met mal à l'aise, disait-il. Ce qu'il ne disait pas, mais que je voyais clairement, c'est qu'il avait traversé l'enfer. Le motif de ses cicatrices sur le flanc n'était pas aléatoire. J'ai reconnu des marques de shrapnel. La cicatrice droite et nette le long de son épaule trahissait une opération chirurgicale d'urgence, typique des interventions sur un champ de bataille. Bref, ce n'était pas un vieux toutou lambda. Il se tenait là, sur le qui-vive, avec la vigilance d'un chien militaire ou policier, malgré son âge et ses blessures. Mapleton est l'une de ces petites villes que les jeunes désertent et où ils ne reviennent que si la vie les heurte de plein fouet. Main Street compte plus de vitrines vides que de commerces, même si la salle du VFW, Association de vétérans, est toujours animée. On y trouve 3 églises, 2 bars et un dîner où les mêmes fermiers s'asseyent chaque matin à la même banquette depuis l'ère Reagan. Ici, tout le monde connaît votre histoire avant que vous ne la connaissiez vous-même. Les rancunes y durent parfois des générations. Et le retour des vétérans d'Afghanistan et d'Irak a créé un fossé délicat entre ceux qui sont partis servir et ceux qui sont restés. La première nuit avec Reggie, j'ai eu l'impression de cohabiter avec un fantôme. Il me suivait de pièce en pièce, maintenant une distance exacte d'environ 1 mètre, jamais plus, jamais moins. Si je m'asseyais, il s'asseyait, si je me levais, il se levait. Pas d'aboiement, pas de gémissement, même pas un signe d'excitation. Le seul son qu'il émettait était un profond soupir de temps en temps, comme s'il portait un fardeau de souvenirs trop lourd à évacuer. Je lui avais installé l'ancien panier de Rusty dans le salon, mais Reggie l'ignora complètement.
Il préféra se poster près de la porte d'entrée, allongé, le museau pointé vers l'extérieur, les yeux ouverts, bien que son corps semblât détendu. Une posture de sentinelle que je connaissais par cœur de mes missions. Il gardait le périmètre. « Repos, soldat !» lui ai-je murmuré. Mais il n'a pas bougé. Vers 2 heures du matin, mon éternel cauchemar m'a brutalement réveillé. Je revis l'explosion d'IED et les hurlements qui s'ensuivent. Et là, j'ai découvert Reggie, planté au bord de mon lit, m'observant de ce regard intense, sans le moindre bruit. Il ne s'est pas approché comme Rusty l'aurait fait pour me réconforter, n'a pas posé sa tête sur le matelas pour être caressé. Il s'est contenté d'évaluer la situation. Apparemment convaincu que je n'étais pas physiquement menacé, il est retourné monter la garde près de la porte de ma chambre. Le lendemain matin, j'ai découvert d'autres singularités chez Reggie. Il refusait de manger tant que je ne lui adressais pas un signe de la main. Pas un ordre explicite, mais une sorte de petit geste informel, vas-y, que j'utilisais autrefois avec mon escouade. Il n'entrait pas dans une pièce tant que je n'avais pas franchi la porte avant lui. Quand le camion du courrier passait, Reggie se raidissait, le regard braqué sur la fenêtre mais sans aboyer. Étrange pour un chien, et s'il m'arrivait de prendre une douche, il se couchait en travers de l'encadrement de la salle de bain, m'empêchant de sortir tant que je n'avais pas terminé, le corps tendu comme s'il s'attendait à un danger. Au bout de 3 jours, j'ai compris qu'il n'était pas n'importe quel chien de refuge. Il bougeait avec une rigueur quasi militaire, inspectant chaque recoin, et sursautait à certains bruits de moteur tout en ignorant d'autres. Tout s'imbriquait trop nettement pour n'être qu'une simple anxiété. « Tu es un chien de travail, pas vrai ?» lui ai-je demandé pendant que je préparais le petit déjeuner. « Militaire ou policier ?» Ses oreilles ont tressailli au mot « militaire », mais c'est tout. Quelle que fût sa formation, elle avait été approfondie et très professionnelle. Ce soir-là, on s'est installé sur la terrasse, pendant que le soleil d'été déclinait au-dessus des champs de maïs. Une brise légère portait le tintement des carillons du voisin et Reggie dressa brusquement la tête, tout son corps tendu l'espace d'une seconde. J'ai cru qu'il allait enfin aboyer, mais non. Il s'est simplement levé, a marché jusqu'au bord de la terrasse et a fixé la lisière d'arbres derrière la maison. En suivant son regard, je n'ai rien vu d'inhabituel. Pourtant, l'intensité de sa vigilance m'a filé des frissons. Il y avait en lui quelque chose de presque humain, comme s'il me protégeait d'une menace invisible. Les mystères entourant Reggie auraient pu se dénouer lentement, sur des semaines, si je n'avais pas eu pour voisin Richard Thompson à 2 maisons de là. Thompson présidait l'association des propriétaires de Mapleton, un titre qu'il brandissait comme un sceptre. Il est apparu dès le lendemain matin alors que Reggie et moi étions devant la maison. Les bras croisés, le visage fermé par cette expression pincée qu'il arborait dès qu'il flairait une infraction au règlement local. « Wilson !» a-t-il lancé sans ouvrir le portail. « C'est ce chien du refuge dont tout le monde parle ?» J'ai acquiescé, observant Reggie se placer automatiquement entre Thompson et moi, calme mais alerte. « Un berger allemand ?» a conclu Thompson, visiblement désapprobateur. « C'est un chien militaire, on dirait. »« Ça se pourrait ?» ai-je admis. « On a des règles contre les races dangereuses dans ce quartier. Surtout avec la kermesse estivale qui approche. Plein d'enfants vont courir partout. » Ses yeux se sont attardés sur les cicatrices de Reggie. « On dirait qu'il a déjà été mêlé à des bagarres. Il a traversé des épreuves. » ai-je répondu prudemment. Mais il n'a pas montré la moindre agressivité. Thompson a ricané, un son bref et méprisant. « Ces chiens sont des armes sur pattes, Wilson, des bombes à retardement. Mon cousin est maître chien, il dit qu'une fois qu'ils sont entraînés à attaquer, ils ne l'oublient jamais. Un rien les fait replonger et un gosse se fait défigurer. Reggie n'a pas bougé, mais je percevais la tension qui l'habitait. Pas de l'agressivité, juste de la maîtrise de soi. Il reste ici, ai-je déclaré d'un ton sans équivoque. Le visage de Thompson s'est empourpré. On verra bien. L'association a des procédures pour ce genre d'animaux. Je dépose une plainte formelle dès aujourd'hui. Une fois qu'il s'en fut allé, je me suis agenouillé auprès de Reggie, qui s'est enfin détendu. On dirait qu'on a notre premier combat, mon grand, lui ai-je soufflé. Mais j'en avais affronté d'autres, bien pires que Richard Thompson. Je ne me doutais pas que sa plainte ne serait que le début. Dès l'après-midi, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Des voisins inquiets qui avaient entendu parler du chien d'attaque que j'avais introduit dans notre paisible communauté. Le refuge m'a aussi contacté. La directrice, la voix crispée, m'a expliqué que Thompson les avait alertés sur l'inaptitude supposée de Reggie à l'adoption et son passif agressif. Il n'a pourtant rien fait, ai-je protesté. Il n'a même pas aboyé une seule fois ? Et c'est bien ça qui inquiète tout le monde, Jim, a-t-elle répondu doucement. La plupart des chiens communiquent par les aboiements. S'ils restent complètement silencieux,
Ça peut indiquer un traumatisme profond ou une formation à l'attaque discrète. J'ai raccroché, la frustration me serrant la poitrine. J'ai jeté un œil à Reggie, couché calme, me fixant de ce regard inébranlable. J'ai alors décidé, si Thompson voulait la guerre, il l'aurait. Je ne le renverrai pas à ce chenil. Il y avait quelque chose dans cette plaque de laiton et dans ces 7 mots « Si vous lisez ceci, j'ai été aimé une fois » qui résonnaient trop fort en moi. On a survécu au champ de bataille, ai-je murmuré en caressant sa tête balafrée. On survivra bien à la banlieue. Je n'avais encore aucune idée à quel point cette comparaison avec la guerre allait s'avérer littérale, ni comment le passé mystérieux de Reggie allait bientôt croiser le présent de Mapleton, nous transformant tous. Le samedi de la grande kermesse d'été de Mapleton est arrivé. Il faisait moite, un de ces étés du Midwest qui pèsent sur les épaules comme une couverture de laine. Malgré la campagne de dénigrement de Thompson, faite de tracts alarmistes sur les chiens dangereux, j'ai décidé qu'on avait tous deux besoin d'air frais. On est arrivé tôt avant la foule pour que Reggie puisse s'habituer à l'environnement. Il marchait près de moi, dans une précision quasi militaire, ses pattes effleurant à peine le sol poussiéreux. Quelques commerçants installant leur stand nous ont dévisagés, s'écartant prudemment, effrayés par les cicatrices de Reggie et mon expression déterminée. Le parc était métamorphosé, orné de tentes colorées autour de l'étang central qui renvoyait le reflet d'un ciel sans nuages. Reggie ne prêtait aucune attention aux odeurs de beignets ou aux déchets laissés par les préparatifs. Son attention revenait sans cesse sur l'étang, où voguaient tranquillement quelques canards. Ses oreilles se dressaient, puis se collaient à nouveau, comme si la vue de l'eau réveillait un souvenir enfoui. « Jim Wilson, t'oses vraiment amener ce chien ici ?» La voix accusatrice appartenait à Thompson marchant vers nous avec 2 autres membres du comité de l'association. « C'est une violation directe de la mise en demeure que je t'ai envoyée hier, que j'ai jetée à la poubelle ?» ai-je rétorqué calmement, « puisque tu n'as aucune autorité légale pour m'interdire de promener mon chien dans un espace public. » Le visage de Thompson vira au cramoisi. « Ce chien est un danger public, un seul déclencheur et... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un cri aigu retentit près de l'étang. En nous retournant, on vit un petit garçon de 5 ans à peine, en train de se débattre dans l'eau. Il avait dû s'aventurer sur le vieux ponton dont les planches pourries avaient cédé. Sa mère, terrifiée, hurlait au secours depuis la berge, déjà en train d'enlever ses chaussures. Avant même que je comprenne la situation, Reggie s'était lancé, non pas à l'opposé de la source de bruit, mais droit dessus. J'ai cru entendre Thompson hurler quelque chose à propos d'une attaque, mais je savais que Reggie ne fonçait pas sur l'enfant pour l'agresser. Il a sauté dans l'eau avec une énergie soudaine, son vieux corps paraissant retrouver une souplesse insoupçonnée. La foule qui commençait à se masser est devenue silencieuse en le voyant nager comme un professionnel vers le gamin en quelques secondes. Je me suis précipité vers la berge, arrivant pile au moment où Reggie se plaçait derrière l'enfant, le poussant délicatement vers la rive. Il se positionnait de façon à ce que le garçon s'accroche à son collier. La mère, déjà dans l'eau jusqu'à la taille, visage en proie à la terreur et à l'espoir, a récupéré son fils dans ses bras tendus. Reggie, seulement après s'être assuré qu'ils étaient en sécurité, est revenu vers moi, émergeant de l'eau avec peine, le souffle court. Il s'est secoué une fois et s'est assis à mes côtés, sans chercher la moindre reconnaissance. La mère du garçon s'est approchée, l'enfant grelottant enveloppé dans une serviette de fortune. « Votre chien ?» Il savait exactement quoi faire. Elle sanglotait presque, posant la main sur la tête mouillée de Reggie. Pour la première fois depuis que je l'avais adopté, il s'est laissé toucher par une inconnue. « Ce n'est pas juste un chien de compagnie », ai-je murmuré, prenant conscience de ce qui se révélait devant moi. Il a été formé à la recherche et au sauvetage dans l'eau. C'est un ancien chien militaire. Thompson, en retrait, observait la scène, le visage indéchiffrable. Ce n'était pas l'agression sauvage qu'il avait prédite, mais un acte d'héroïsme sous les yeux de tous. Sans rien dire, il a fait demi-tour et s'est éloigné. L'après-midi, pendant que Reggie se remettait de ses efforts sur le perron, j'ai examiné plus attentivement son collier. Sur le devant, je relisais « Si vous lisez ceci, j'étais aimé une fois ». Mais de l'autre côté, presque effacé, il y avait une adresse. À l'aide d'une loupe, j'ai pu déchiffrer. C'était une maison de Mapleton, un quartier de l'autre côté de la ville, près du Veterans Memorial Park. Le lendemain, j'y suis allé avec Reggie. Une petite maison de plain-pied, pelouse bien entretenue, drapeau américain sur le perron. J'ai hésité avant de frapper, ne sachant pas comment formuler ma venue. « Bonjour, je crois que ce chien vous appartenait ?» Un homme âgé, appuyé sur une canne, aux cheveux blancs, soigneusement peignés.
m'a ouvert. Son regard restait vif, malgré une évidente fragilité physique. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, passant du chien à moi. « Pardon de vous déranger, ai-je commencé ? Je m'appelle James Wilson. J'ai récemment adopté ce chien au refuge et votre adresse figure sur son médaillon. Alors je me suis dit que... » « Tucker !» a chuchoté l'homme, la voix brisée par l'incrédulité. Il a fait un pas, manquant de perdre l'équilibre, fixant Reggie avec des yeux agrandis par l'émotion. « Mon Dieu, Tucker !» Le chien, ou plutôt Tucker, a réagi subtilement. Ses oreilles se sont dressées, et pour la première fois depuis que je le connaissais, sa queue a esquissé un mouvement, hésitant mais réel. L'homme est tombé à genoux dans un gémissement de douleur, certainement aggravé par son âge, tendant la main d'un geste tremblant. « Je te croyais parti !» a-t-il soufflé, la voix brisée. « Je t'avais perdu !» Je l'ai aidé à se relever et on est entré dans son salon. Autour d'un café qui s'est refroidi sans qu'on y touche, il m'a confié le puzzle manquant du passé de Tucker. « C'était le chien de mon fils, David !» m'a expliqué Harold Mason en me montrant un mur couvert de photos. Il a pointé du doigt une image où l'on voyait un jeune soldat en tenue de camouflage, bras passés autour d'un Tucker plus jeune et sans cicatrice. David était dans l'armée, comme vous, spécialisé EOD, c'est-à-dire le déminage. Tucker était son partenaire, formé à détecter les IED en Afghanistan. La voix d'Harold tremblait tandis qu'il attrapait la photo pour la caresser du bout des doigts. Ils ont fait 3 missions ensemble. Ce chien a sauvé la vie de mon fils plus de fois qu'on ne pourrait les compter. Quand le contrat de David s'est terminé, il a tout fait pour adopter Tucker, disant qu'ils étaient partenaires, c'est la vie. Un voile de tristesse alourdissait l'expression d'Harold. Je pressentais la suite avant même qu'il ne la verbalise. David est mort il y a 4 ans, non pas au combat. Ça aurait été presque plus rapide, moins cruel. Un cancer, le résultat probable d'une exposition à l'agent orange à force de manipuler des munitions dans des zones traitées. 29 ans. La voix d'Harold s'est brisée. Il a respiré un grand coup pour se ressaisir. Tucker ne l'a jamais quitté, pas pendant la chimio, pas pendant les soins palliatifs. Il dormait chaque nuit au pied de son lit. Quand David est parti, Tucker s'est renfermé, refusant de manger, de réagir aux ordres. Moi-même, je devais affronter des problèmes cardiaques. Mon neveu a pris Tucker un moment, mais il s'est enfui. On l'a cherché pendant des semaines, des affiches dans tout le comté, et puis, plus rien. Pendant qu'il parlait, Tucker s'était approché de la chaise d'Harold, silencieux mais visiblement à l'aise. L'homme lui caressait la tête et le chien fermait les yeux, acceptant ce contact familier comme un réconfort perdu depuis longtemps. « Il était aimé », murmura Harold. « Plus que vous ne l'imaginez. » Il marqua une pause. David avait fait graver cette plaque après son diagnostic, quand ils ont compris que c'était incurable. Il disait que peu importe ce qui arriverait, il fallait que Tucker sache qu'il avait été aimé au cas où le destin les séparerait. Ma gorge se serrait. « Je peux vous le ramener ?» ai-je suggéré, un élan d'empathie me serrant le cœur. Harold a esquissé un triste sourire, posant le regard sur Tucker. « Regardez-le comme il se tient près de vous. David dirait que Tucker a trouvé une nouvelle mission. Moi, je vais partir en résidence médicalisée bientôt. Les animaux y sont interdits. Mais j'aimerais bien le voir de temps en temps, si vous êtes d'accord. » En quittant sa maison, j'ai remarqué un changement chez Tucker, comme si un poids invisible était tombé de ses épaules. Il était toujours aussi silencieux, aussi alerte, mais un peu plus léger, d'une certaine façon. En retrouvant mon propre Porsche, je me suis assis, Tucker à mes pieds, songeant à la portée de ce que je venais d'apprendre. Ce chien n'était pas n'importe quel animal. C'était un héros de guerre, un compagnon qui avait soutenu un jeune soldat dans les combats, puis dans une ultime bataille contre la maladie. « Tucker !» ai-je murmuré, testant ce nom. Ses oreilles se sont dressées, son regard brillant. « Tucker !» ai-je répété, et il a alors remué la queue, cette fois-ci avec une conviction plus nette. La semaine qui suivit la découverte de l'identité de Tucker chez Harold fut marquée par une suite d'émotions mêlant tristesse et soulagement. Je revoyais sans cesse le visage émouvant d'Harold lorsqu'il avait reconnu son chien disparu. Malgré les nombreux mystères qui entouraient encore ce brave berger allemand, j'avais désormais la certitude qu'il s'appelait Tucker, qu'il avait été le fidèle compagnon de David Mason, soldat spécialisé dans le déminage, et qu'il avait traversé des épreuves au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Une petite plaque en laiton, gravée de ces 7 mots poignants, m'avait fait comprendre qu'il avait un jour été aimé profondément. Pourtant, en le voyant désormais évoluer dans ma maison, j'avais l'impression qu'un pan entier de son histoire se révélait. Certes, Tucker ne s'était pas mis à aboyer soudainement.
ni même à manifester un élan de gaieté comme un jeune chiot l'aurait fait. Il gardait toujours cette dignité silencieuse, mais quelque chose dans sa posture ou son regard s'était subtilement éclairé. Désormais, il comprenait qu'il n'était plus perdu. D'une certaine manière, il avait bouclé un cercle. La plaque en laiton l'avait ramené vers son passé tout en ouvrant un nouveau chapitre à mes côtés. Encouragé, j'ai imprimé des documents, lu des articles en ligne, tout ce que je trouvais sur le rôle thérapeutique des chiens. Puis, j'ai pris rendez-vous au centre des vétérans de Mapleton, déterminé à plaider la cause de Tucker. Je rencontrai la directrice, Patricia Walters, une femme à la silhouette droite et au regard sévère, l'allure typique d'une officier ayant fait carrière. Son bureau était décoré de médailles et de photos de ses années de service. Elle écouta poliment mon histoire, sans trop manifester de réaction. Son regard se posa à quelques reprises sur Tucker qui m'accompagnait, assis immobile près de ma chaise comme s'il était au garde-à-vous. « Donc, si j'ai bien compris, dit Patricia en croisant les bras, vous voulez faire intervenir un chien militaire, entraîné à détecter des explosifs, dans un centre où des vétérans souffrent souvent de troubles liés au stress post-traumatique. Certains craignent tout ce qui leur rappelle le combat. Tucker n'est pas agressif, assurai-je aussitôt. Il est passé par ce qu'ils ont vécu. Il sait très bien gérer les environnements hostiles. Au fond, il comprend probablement leur souffrance parce qu'il l'a ressenti lui-même. » Elle lâcha un bref soupir. « Je ne nie pas son mérite, monsieur Wilson. Mais ce n'est pas un conte de fées. Les chiens militaires sont formés pour la guerre. Ils peuvent te présenter des comportements d'hypervigilance, voire d'attaques ciblées. Tout ça, c'est aux antipodes du calme que nous voulons instaurer ici. Sauf votre respect, je pense que vous vous trompez. Tucker a récemment sauvé un enfant de la noyade. Il a maintenu une discipline incroyable sous la pression, sans paniquer ni se montrer dangereux. Il sait faire preuve d'instinct. » Patricia ouvrit la bouche, prête à rétorquer, mais c'est alors que Tucker se leva, tout en douceur. Il se dirigea droit vers son bureau et posa lentement la tête sur ses genoux. Le geste était inattendu. Moi qui connaissais son côté réservé, j'en fus le premier surpris. Patricia, figée, hésita, puis laissa sa main se poser sur la tête du chien. Il soutint son regard, avec une intensité presque palpable, comme s'il essayait de lui dire « Faites-moi confiance ». « Eh bien » murmura Patricia déstabilisée, comme si cette simple approche valait des heures d'argumentation. Il est très persuasif. Au final, nous tombâmes d'accord sur un plan pilote. J'amènerai Tucker une fois par semaine, sous une surveillance stricte. Nous commencerions avec des séances individuelles pour les vétérans volontaires. En parallèle, Tucker et moi suivrions une formation officielle pour chiens de thérapie afin de rassurer la direction sur notre sérieux. Si le moindre incident se produisait, le programme serait immédiatement suspendu. Formation intensive avec une spécialiste des K9. Le week-end qui suivit, je conduisis Tucker dans une petite ville voisine, chez Marjorie Edelstone, une dresseuse de chiens retraitée de la K9. Minuscule de stature, elle dégageait une énergie incroyable. Dès qu'elle vit Tucker, elle s'exclama « Ah mon beau gosse, tu portes tes années de service comme un médaillé d'honneur, toi ?» En un instant, elle manipulait le chien avec adresse, regardant ses dents, ses pattes, palpant ses vieux muscles. Tucker se laissa faire avec un calme presque royal. « Ça se voit qu'il a un background de chien de détection », constata Marjorie. « Il a la démarche précise et la manie de scanner l'environnement. Ce sont les Malinois ou les bergers allemands qui excellaient sur le terrain, probablement un croisement ou un berger de lignée de travail. » Pendant près de 3 heures, Marjorie mit Tucker à l'épreuve. Bruit soudain, environnement surchargé, manipulation par des inconnus. Elle surveillait attentivement ses réactions, notant le moindre signe de stress ou d'agressivité. Chaque fois, Tucker resta stoïque. Au bout de la séance, Marjorie rendit son verdict. « Il est exceptionnel, bien sûr ce n'est pas une surprise. Les chiens militaires sont sélectionnés pour supporter les conditions les plus dures. Et le sauvetage aquatique, ça confirme un bagage extrêmement poussé. » Elle me remit un manuel de formation et un harnais spécial. Ce n'est pas vraiment qu'il faille lui apprendre de nouveaux tours. C'est plutôt qu'il faut canaliser ses compétences pour qu'il les mette au service d'une démarche thérapeutique. Notre premier vrai test eut lieu à la bibliothèque de Mapleton où Suzanne Blackwell, la bibliothécaire jeunesse, menait un programme de lecture pour enfants en difficulté. Le concept, ils lisent à haute voix devant un chien, non jugeant et patient, afin d'améliorer leur aisance. À l'arrivée, j'expliquais à des parents intrigués que Tucker était un chien militaire à la retraite, désormais en reconversion pour aider les autres. La plupart des gamins vinrent spontanément le caresser, l'examinant avec curiosité.
Un garçon resta toutefois en retrait, à moitié caché derrière sa mère. Caleb Anderson, 9 ans, grand, brun, portant d'épaisses lunettes et un air terriblement anxieux. Sa mère me chuchota « Caleb souffre de mutisme sélectif. Il peut parler, mais l'anxiété l'en empêche. Il n'a pas prononcé un mot à l'école depuis plus d'1 an. » Je lui souris, essayant de ne pas mettre Caleb mal à l'aise. « Tucker est un très bon auditeur, tu sais. Il n'aboie presque jamais, alors tu peux lui faire la lecture, il ne te jugera pas. » Les yeux de Caleb s'agrandirent légèrement comme s'il était intrigué. Lentement, il s'approcha de Tucker, tenant un livre contre sa poitrine comme un bouclier. Tucker, qui s'était assis à la perfection, s'allongea alors, posant sa tête entre ses pattes, dans une posture d'apaisement que je ne lui avais jamais vu adopter aussi spontanément. Caleb s'assit en tailleur, ouvrit son livre et resta silencieux de longues secondes. Finalement, dans un murmure si faible que je devais tendre l'oreille, il commença à lire une histoire de cabane magique. Tucker ne le quittait pas des yeux, semblant accroché à chaque mot. Arrivé à la 3e page, la voix de Caleb s'était un peu raffermie. À la 5e, je remarquai les larmes qui coulaient discrètement sur les joues de sa mère. À la fin de la séance, Caleb effleura timidement l'oreille de Tucker du bout des doigts, comme pour le remercier. « Il ne s'est pas moqué quand j'ai buté sur des mots », dit-il, ses paroles à peine audibles. « Jamais il ne se moquera, ai-je assuré. Ce n'est pas dans sa nature. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Soudain, la bibliothèque de Mapleton reçut des demandes d'orthophonistes et de thérapeutes souhaitant observer ce chien prodige qui aidait les enfants à surpasser leur peur de parler. Dans la foulée de ce succès, on nous proposa d'intervenir à Maple Pine, une maison de retraite spécialisée dans les anciens combattants. Certains résidents, physiquement affaiblis ou souffrant de démence, étaient isolés socialement. Mary Oley, la responsable des activités, avait entendu parler de Tucker et pensait qu'un chien calme et affectueux pourrait leur faire du bien. Le premier jour, Tucker et moi entrâmes dans la salle commune. Plusieurs résidents s'animaient d'habitude au son d'une télévision ou de discussions. Mais ce matin-là, on sentait un découragement ambiant. La présence du chien attira immédiatement des regards curieux. Les mains se tendaient, tremblantes, pour le caresser. Tucker se laissait faire avec une patience quasi religieuse, s'asseyant près des fauteuils roulants, posant parfois la truffe sur un genou s'il sentait que la personne était en demande de contact. Un vieil homme se tenait à la fenêtre, à l'écart. George Parker, un vétéran de la guerre de Corée. Depuis des mois, d'après une infirmière, il ne parlait plus. Il restait là, perdu dans ses pensées. Tucker s'approcha de lui, lentement. George ne réagit pas. Tucker, plutôt que d'insister, s'allongea à ses pieds, ferma les yeux, comme s'il disait « Je suis là si tu en as besoin ». 20 minutes passèrent, les autres résidents discutaient, certains allaient et venaient. George, lui, fixait toujours l'horizon, impassible, Tucker immobile à ses pieds. Puis qui, dans un geste infime, la main de George se baissa et frôla l'oreille lacérée du chien. Tucker ouvrit un œil sans bouger davantage. « Chien éclaireur !» murmura alors George d'une voix rauque, enrouée comme un vieux ressort. « J'en avais un, en Corée. Il nous a sauvés. » Une infirmière laissa tomber son dossier, surprise. Mary, la responsable, se précipita. George s'était mis à caresser lentement l'oreille balafrée, parlant d'une voix entrecoupée de silence, mais clairement revenue dans le moment présent. Odeur, il les sentait avant nous. Brave chien, un héros. Dès lors, il se mit à reparler, un peu chaque jour. Tucker semblait déceler le moment précis où George avait besoin de lui. Cette amitié inattendue entre un vieil homme presque muré dans le silence et un berger allemand portant lui aussi les séquelles de la guerre nous prouva à tous que Tucker avait un talent rare. George le répétait souvent. Ce chien se souvient non seulement de ses entraînements, mais aussi de ce que ça signifie de protéger les autres. Il n'a pas oublié. En septembre, Tucker avait déjà pris ses marques dans 3 établissements. La bibliothèque de Mapleton, Maple Pines et le centre des vétérans. Ses résultats dépassaient de loin ce qu'on aurait pu espérer. À la maison, il continuait de monter la garde la nuit, demeurant sur le qui-vive lorsqu'un véhicule inhabituel passait dans la rue. Mais je remarquais des changements. Il s'autorisait parfois à demander un peu d'attention. Il venait me poser une balle de tennis au pied, attendant que je la lui lance. Il ramassait le jouet avec gravité et me le rapportait, calme comme un rituel. Pas un jeu frénétique, plutôt un échange silencieux où il nous rappelait qu'il prenait goût à cette nouvelle vie. Harold, le père de David, venait souvent le dimanche. Il apportait d'anciennes photos de Tucker et de David sur le terrain ou dans des moments plus paisibles après le retour de mission. Ils étaient inséparables.
Harold s'attardait à raconter ses souvenirs. Comment David avait lutté avec l'administration militaire pour adopter Tucker. Comment ce duo avait affronté des menaces d'IED au quotidien. Comment, après la démobilisation, ils avaient essayé de reprendre une vie normale jusqu'à ce que la maladie de David surgisse. David disait toujours que Tucker pouvait lire dans l'âme des gens, expliquait Harold un soir, alors que le soleil illuminait les champs de maïs d'un or presque irréel, que s'il voyait une infirmière tristounette, il allait vers elle. Si au contraire, il voyait quelqu'un qui avait besoin d'espace, il gardait ses distances. On ne lui avait pas appris tout ça dans l'armée. Il était juste comme ça. Je hochai la tête, regardant Tucker faire un dernier tour de surveillance autour de la maison. C'est la même chose à la maison de retraite, il ne prend pas la même approche avec tous les résidents. C'est comme s'il adaptait son attitude à chaque personne d'instinct. Sa personne ne le lui a enseigné, confirma Harold. Il est donné pour servir, pour veiller sur nous. Alors que tout se passait à merveille pour Tucker, une ombre refit surface. Celle de Richard Thompson, mon voisin président de l'association des propriétaires. Depuis l'épisode du sauvetage d'enfants au lac, je ne l'avais guère revu. Un matin d'octobre, il apparut au centre des vétérans où Tucker et moi travaillions avec un groupe de soldats plus jeunes. Thompson m'appela depuis la porte. « Wilson, j'aimerais vous parler !» Je m'excusai auprès du groupe, laissant Tucker en position de « reste » près de mes camarades. Dehors, Thompson se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Le comité de l'association se réunit demain soir. Votre dossier est à l'ordre du jour. Mon dossier, la plainte pour chien dangereux. Elle est toujours en attente. Les procédures sont ce qu'elles sont. Je ne peux pas la retirer unilatéralement. J'eus un pincement au cœur. Après tous les progrès de Tucker, malgré le bien qu'il faisait, on devait encore se justifier devant ce type de règlements administratifs. Après tout ce qu'il a accompli, vous continuez. Thompson leva les mains en signe de défense. J'ai vu ce dont il est capable. Je sais que je me suis trompé. Mais tous les membres du conseil n'ont pas assisté à ses exploits. Vous devez venir, amener des gens prêts à témoigner. Prouver que ce n'est pas un animal dangereux. Le soir venu, je restai longuement assis sur mon perron. Tucker à mes côtés. Je lui caressai l'arrière de l'oreille. Cette zone où il semblait apprécier un contact délicat. On n'a pas fini de se battre, mon vieux, murmurai-je. Mais on a déjà fait face à pire, n'est-ce pas? Tucker se rapprocha, posant légèrement sa truffe contre mon genou, comme une approbation silencieuse. C'était tout ce dont j'avais besoin pour garder la force d'affronter cette réunion. Le lendemain, la salle du centre communautaire de Mapleton était bondée. Pas autant que lors de l'historique débat sur les feux de circulation de Main Street, mais presque. Les chaises pliantes manquaient, obligeant certaines personnes à rester debout. Je me tins à l'arrière, Tucker sagement assis à mes pieds, malgré le vacarme et l'exiguïté des lieux. À côté de moi, Harold Mason s'était déplacé malgré sa canne et ses douleurs. Suzanne, la bibliothécaire, était là, accompagnée de plusieurs parents d'enfants ayant bénéficié de la présence de Tucker. Mary, de la maison de retraite, brandissait un dossier rempli de témoignages manuscrits. Même le docteur Sanders était venu depuis l'hôpital des vétérans, prêt à défendre notre cause. Richard Thompson, assis derrière une table aux côtés d'autres membres du conseil de l'association, évitait soigneusement mon regard. Evelyn Cartwright, la présidente, ouvrit la séance, l'air solennel. Notre ordre du jour inclut la plainte relative à un berger allemand appartenant à James Wilson qui réside au 145 Oakwood Drive. La plainte déposée par M. Thompson se réfère à l'article 7 du règlement de notre association portant sur la présence d'animaux jugés dangereux. Thompson se racla la gorge. Madame la Présidente, si vous me le permettez, j'aimerais préciser quelque chose. Bien que j'ai initialement déposé cette plainte, les événements récents me poussent à réviser mon avis. J'ai moi-même constaté l'utilité de ce chien lors de la fête estivale et des murmures parcoururent l'assemblée. Evelyn fronça les sourcils. Oui, c'est noté, monsieur Thompson. Toutefois, 2 autres membres du conseil ont manifesté des réserves. Il est donc nécessaire d'examiner les faits. Monsieur Wilson, vous avez la parole. Je m'avançai, Tucker sur mes talons. Je présentai calmement qui il était. Un ancien chien militaire, vétéran de 3 missions en Afghanistan, spécialisé dans la détection d'explosifs, désormais certifié ou en cours de certification comme chien de thérapie. Je rappelais son sauvetage de l'enfant, son rôle à la bibliothèque auprès des enfants timides, à la maison de retraite auprès des anciens soldats, et ses interventions au centre des vétérans pour aider ceux qui, comme moi, luttent avec leurs fantômes. Tucker, durant tout ce monologue, demeura assis, balayant juste la salle du regard. Ensuite, un à un, mes soutiens prirent la parole.
Suzanne expliqua comment Tucker avait redonné le goût de la lecture à des enfants qui bafouillaient ou refusaient de s'exprimer. Mary décrivit les progrès de George Parker, ce vieil homme qui n'avait plus prononcé un mot depuis des mois et qui, grâce à Tucker, recommençait à évoquer ses souvenirs. Le docteur Sanders insista sur la valeur psychologique d'un tel chien pour soutenir les vétérans atteints de PTSD. À ce moment, Harold se racla la gorge, la voix chargée d'émotion, et raconta l'histoire de David, son fils, et de la loyauté sans faille de Tucker. Beaucoup de gens avaient les larmes aux yeux, y compris moi, tant ce récit montrait un lien indéfectible entre un soldat et son chien. Enfin vint la contre-attaque. Frank Miller, qui habitait près de l'école, se leva. « J'ai du respect pour ce que ce chien a fait vraiment. Mais il n'en reste pas moins un berger allemand formé pour répondre à la violence. Un mouvement de travers, un bruit qui lui rappelle un explosif. Et c'est le drame. On ne peut pas ignorer le risque, ni le potentiel danger pour nos enfants. » Plusieurs parents opinèrent, signe qu'ils partageaient ces craintes. Une autre membre du conseil, Margaret Wheeler, enchaîna « Ma petite fille est en CE2 à Mapleton Elementary. Ce chien y fait des visites régulières. Qui garantit la sécurité? L'école a-t-elle validé tout ça? On ne peut pas simplement laisser un chien de guerre errer parmi les écoliers. » Beth Collins, la directrice de l'école, se leva avec autorité. Le conseil d'administration scolaire a validé la présence de Tucker à l'unanimité, après avoir consulté les rapports vétérinaires et observé son comportement. Nous avons des protocoles clairs, des autorisations parentales et une surveillance permanente pendant les séances de lecture. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Margaret persista. Peut-être, mais un chien militaire rappelle aux vétérans leur trauma. Comment est-ce thérapeutique? C'est à ce moment qu'une porte s'ouvrit brusquement. Une conseillère d'éducation, Darlene Winters, entra, pressant un jeune garçon contre elle, un petit de 9 ou 10 ans, les yeux rougis de larmes, le visage crispé. Je le reconnus aussitôt. C'était Joel Mercer, un enfant dont j'avais entendu parler comme étant en proie à des crises de colère et de violence. Darlene nous rejoignit, essoufflée. « Excusez l'intrusion, mais Joel vient d'avoir une crise sévère à la garderie après l'école. Il a insisté pour voir Tucker absolument. Il dit que c'est le seul qui peut l'aider à se calmer. » Dans un silence total, Joel se précipita vers Tucker. Le chien se releva, adoptant une posture basse-patte, offrant son flanc à l'enfant. Joel, en pleurs, s'agenouilla et entoura de ses bras le cou de l'animal. Tucker resta d'un calme olympien, ne manifestant ni fuite ni crainte, tolérant l'étreinte qui, je le savais, n'était pas son geste favori. Il accompagna juste les sanglots de Joel en restant là, solide. Lorsqu'enfin la respiration du gamin se stabilisa, Joel se tourna vers la salle qui retenait son souffle. « Il est le seul qui n'a pas peur de moi quand je deviens fou », expliqua l'enfant, la voix encore brisée par l'émotion. « Tout le monde pense que je vais faire mal à quelqu'un, mais Tucker, il reste. » Darlene posa une main sur l'épaule de Joel. Aujourd'hui, sa crise était particulièrement violente. On avait peur qu'il se blesse lui-même ou qu'il s'en prenne aux autres. Aucune méthode habituelle n'a fonctionné. Joel n'a parlé que de Tucker. Joel déplia alors un bout de papier froissé qu'il avait gardé serré dans son poing. Dessus, il avait dessiné un petit garçon en bâton tenant la main d'un berger allemand. « Je garde ce dessin dans ma poche », expliqua-t-il. Quand je sens la colère monter, je le regarde, je me dis « Respire comme Tucker, calme-toi comme Tucker. D'habitude, ça marche, mais aujourd'hui c'était trop fort. J'avais besoin de lui pour de vrai. » Margaret Wheeler, qui avait quelques instants plus tôt condamné la présence du chien, sembla se radoucir, mais tenta une dernière objection. « Mais on rend cet enfant dépendant d'un animal qui risque de ne pas être là éternellement. Que se passera-t-il quand ce chien ne sera plus là ? Comment Joel gérera-t-il cette nouvelle perte ? » Joel leva son regard limpide. « Mon papa est mort en Afghanistan avant même que je naisse. Ma maman me dit que personne ne dure pour toujours, mais que ça veut pas dire qu'on doit pas les aimer. Tucker ne durera peut-être pas pour toujours, mais en attendant il m'aide. » La salle fut gagnée par le silence, bouleversée par la maturité de ce garçon. Au fond, il exprimait une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. L'amour est précieux, même s'il est éphémère. Mieux vaut un lien qui nous aide à avancer que de fuir par peur d'être brisé plus tard. Beth Collins, la directrice, reprit la parole pour insister sur les statistiques positives. Les crises de Joel ont chuté de 70% depuis que Tucker intervient. C'est un chiffre vérifiable. Son niveau scolaire s'est amélioré. Ce ne sont pas juste des anecdotes, mais des résultats tangibles. La discussion se prolongea encore presque une heure,
entre des parents qui insistaient sur la responsabilité légale et la peur d'une morsure, et mes soutiens qui ramenaient constamment l'attention sur les bienfaits concrets de Tucker. Une tension flottait dans l'air, jusqu'à ce que Tucker se dresse soudain, les oreilles aux aguets. Je vis alors qu'un homme âgé, assis au fond, venait de s'affaisser. Immédiatement, le chien s'avança, se blottit contre ses jambes et tourna vers moi un regard insistant. « Appelez les secours !» déclarai-je d'une voix forte. Cet homme fait un malaise. Il s'agissait de Howard Gaines, un ancien combattant de la guerre de Corée, bien connu au centre. Son teint était gris, sa respiration laborieuse. L'agitation gagna la salle. Pendant qu'on appelait le 911, Harold expliqua aux personnes présentes que certains chiens militaires étaient aussi entraînés à détecter les variations biochimiques associées à des défaillances cardiaques ou des crises. En effet, en quelques minutes, les ambulanciers confirmèrent que Howard faisait un début de crise cardiaque. Tandis qu'il l'emmenait, l'homme murmura faiblement en effleurant la tête de Tucker « Bon chien, tu l'as senti, avant moi ?» Quand la réunion reprit, l'ambiance était à l'opposé de la confrontation. Evelyn Cartwright, visiblement secouée, écourta les débats. Mettons cela au vote. Qui est pour le retrait de la plainte contre Tucker et pour l'instauration d'une dérogation autorisant la présence de chiens de service ou de thérapie certifiés? Tous levèrent à la main, y compris Margaret Wheeler après une seconde d'hésitation. Frank Miller s'inclina, admettant qu'il n'avait plus vraiment d'arguments pour s'opposer. Les gens vinrent tour à tour me féliciter, caresser Tucker, me serrer la main. Une satisfaction intense me gagna. En quelques mois, ce chien avait conquis le cœur d'une communauté qui, au départ, le craignait. Hélas, la joie fut de courte durée. En sortant du bâtiment, je remarquai que Tucker semblait marcher avec raideur. Ses pattes arrière tremblaient. Arrivé dans le parking, il s'assit brusquement, relevant vers moi un regard à la fois incertain et douloureux. Je m'agenouillai, palpant doucement ses hanches, son dos. Sa respiration était irrégulière, son regard terne. Le docteur Sanders, qui sortait du centre avec Harold, aperçut la scène et déclara aussitôt « Jim, il faut l'emmener chez le vétérinaire tout de suite. » Harold, blême, s'avança avec sa canne. Il a sûrement ignoré la douleur. Les chiens militaires sont formés à cacher leur faiblesse, pour ne pas paraître vulnérables. La simple idée que Tucker souffrait en silence me glaça. Je l'aidai à monter dans mon pick-up, la boule au ventre, comme si l'on m'arrachait une partie de moi. Peu importait la victoire juridique fraîchement acquise. Mon esprit était déjà tourné vers l'urgence de son état de santé. Nous arrivâmes en catastrophe à la clinique vétérinaire du docteur Melissa Harding, restée ouverte tard pour nous. Son visage resta neutre et professionnel tandis qu'elle examinait Tucker, mais l'éclat de ses yeux trahissait son inquiétude. « Il ne réagit presque pas quand j'exerce une pression sur sa colonne », dit-elle, avant d'annoncer vouloir faire des radiographies et des analyses sanguines. Harold et moi attendîmes dans la salle d'attente, silencieux. Je voyais ses mains se crisper sur sa canne. Je revoyais le chien courageux se jeter à l'eau pour sauver un enfant, veiller sur mes cauchemars, ou encore ramener la parole à un vétéran isolé. Tucker avait tant donné, et moi, je n'avais rien vu venir. Après des dizaines de minutes interminables, le docteur Harding reparut, le regard grave. « Jim, le verdict est clair. Tucker souffre d'une myélopathie dégénérative avancée. C'est relativement courant chez les bergers allemands, surtout ceux ayant subi de gros traumatismes ou de fortes sollicitations physiques. La maladie s'attaque à la moelle épinière, entraînant une paralysie progressive, en commençant par les membres postérieurs. Elle me montra les radios où des zones d'ombre révélaient les lésions. Je sentis un nœud se former au creux de mon estomac. Combien de temps lui reste-t-il ? Ai-je demandé, la gorge serrée. Difficile à prédire. Peut-être 6 mois, peut-être moins. On va soulager sa douleur avec des médicaments et il pourra bénéficier d'un harnais pour soutenir ses pattes arrière, mais il n'existe pas de véritable traitement curatif. Le coup fut brutal. Tucker me regardait du haut de la table, le même regard lucide et intelligent, sans que rien ne laisse deviner la tempête qui ravageait son corps. Je pris conscience qu'il avait probablement ignoré la douleur pendant des jours, voire des semaines, parce qu'il était formé pour ne jamais abandonner. Le soir même, je l'installai exceptionnellement sur mon lit, posant doucement la main sur ses cicatrices anciennes, repensant à tout ce qu'il avait subi. J'étais assailli de questions sans réponse. Comment continuer la thérapie ? Fallait-il l'épargner, arrêter de le solliciter ? J'éprouvais aussi une tristesse prématurée, redoutant de le perdre trop tôt. Les semaines suivantes, une nouvelle routine s'imposa. Chaque matin, je donnais à Tucker ses médicaments, souvent cachés dans une cuillerée de beurre de cacahuète. Je l'emmenais faire de la rééducation légère,
quelques exercices pour renforcer ses muscles arrière, mais sans forcer. Harold m'aida à acheter un harnais spécial permettant de soulever doucement son train arrière et de le soutenir quand la faiblesse se faisait sentir. J'allégeais ses séances de thérapie, il pouvait rester couché, et les enfants ou les résidents venaient à lui. De fait, à la bibliothèque, Suzanne lui fournit un matelas orthopédique pour qu'il y soit confortablement installé. Les petits lecteurs s'installaient en cercle autour de lui, tour à tour. Bien sûr, tout Mapleton apprit la nouvelle. Étonnamment, cette ville qui, quelques mois auparavant, craignait ce chien d'attaque, se mobilisa pour l'aider. Un élan de solidarité toucha même ceux qui avaient signé la pétition. Suzanne organisa une collecte de fonds à la bibliothèque pour payer ses factures vétérinaires. Mary trouva une masseuse canine qui venait une fois par semaine pour détendre ses muscles endoloris. Richard Thompson se présenta un matin transportant une rampe en bois qu'il avait fabriquée lui-même, afin que Tucker puisse accéder au perron sans trop d'efforts. Malheureusement, malgré toutes ces attentions, l'état de Tucker se dégrada. À mesure que novembre cédait la place à décembre, il montra des signes d'incontinence et de raideur accrue. Les médicaments ne suffisaient plus à maîtriser complètement la douleur. Pourtant, son regard restait d'une clarté infinie. Parfois, on aurait dit qu'il s'excusait, honteux, lorsqu'il ne contrôlait plus ses fonctions. J'essayais de le rassurer, de lui dire que ce n'était pas grave. Mais je savais que pour un chien militaire, ce genre de perte de contrôle allait à l'encontre de tout son conditionnement. Lors de l'une des visites hebdomadaires, le docteur Harding me prit à part. « Jim, le seuil de qualité de vie est primordial, tu le verras dans ses yeux. Tu sauras quand il en aura assez. Ne le laisse pas souffrir par culpabilité ou par amour mal placé. » C'étaient les mots que je redoutais le plus, envisager la fin. Comme beaucoup de propriétaires, j'avais du mal à me résoudre à l'idée de l'euthanasier. Tucker m'avait tant apporté, surmontant son propre traumatisme pour guérir celui des autres. Je ne me sentais pas prêt à abréger sa vie. Harold passait presque un jour sur deux. Parfois, il s'asseyait simplement près de Tucker, partageant des souvenirs de David. Joel venait aussi chaque semaine. Lui qui avait si souvent peur, affrontait la maladie de Tucker avec un calme étonnant. « Tucker m'apprend à être fort », me dit-il un jour. « Même s'il souffre, il reste doux. » Et c'était vrai. Tucker ne se plaignait jamais. Il affrontait son déclin comme un soldat, nous offrant sa dernière leçon, la dignité face à l'épreuve. À l'approche de Noël, une tempête de neige s'abattit sur le Midwest. J'avais tout préparé, médicaments, provisions, chauffage. Mais ce soir-là, Tucker semblait nerveux. Il fixait longuement la fenêtre. « On reste au chaud ?» lui soufflai-je. Il finit par s'endormir, moi aussi. Mais à l'aube, un pressentiment me réveilla. Son panier était vide, la porte arrière entr'ouverte. Je sortis en panique, hurlant son nom dans la neige. Aucun pas. Tout avait été recouvert. Et pourtant, je savais. Je me mis en route vers le cimetière où reposait David Mason. Malgré la tempête, je progressais lentement. À travers une grille tordue, j'entrai. Et là, au pied de la tombe de David, je le vis. Tucker, recroquevillé, presque enseveli. Il leva les yeux vers moi, me reconnut, mais ne bougea pas. Il était revenu vers son premier maître. C'était sa dernière mission. Je le portais jusque chez moi, en larmes. Je l'enveloppais dans des couvertures et appelais en urgence le docteur Harding. « Jim, c'est à toi de décider », me dit-elle, impuissante à cause de la tempête. Harold arriva peu après, il s'agenouilla à nos côtés, posa une main sur Tucker. « Il a assez donné », murmura-t-il. Je croisai le regard de Tucker, toujours lucide, toujours brave, et je sus ce qu'il attendait, qu'on l'aide à partir dignement. Avec amour, je le laissai s'éteindre dans le calme, accompagné de nos voix et de nos mains posées sur lui. La tempête faisait rage dehors. Mais à l'intérieur, tout était paix. À l'aube, le ciel s'était dégagé d'un bleu pur qui me sembla presque insultant dans un tel moment de deuil. L'épaisse couche de neige scintillait, reflétant une lumière crue. La maison me paraissait désormais vide, silencieuse. Non pas ce silence de sentinelle que Tucker entretenait, mais un silence désespérément vide. Harold rentra chez lui difficilement, me promettant de revenir dès que les routes le permettraient. Je tentais de m'occuper l'esprit, rangeant les médicaments de Tucker, pliant ses couvertures. Je ne pouvais me résoudre à toucher son collier, encore moins son vieux panier. C'est alors qu'un léger coup se fit entendre à la porte. J'ouvris pour découvrir Joel, emmitouflé, le visage anxieux. « Tucker ne s'est pas présenté à l'école, il n'est pas venu pour la séance de lecture. » Je me mis à genoux. Comment expliquer à cet enfant déjà marqué par la perte que Tucker nous avait quitté? Les mots se bousculaient. Joel, Tucker était très malade. Cette nuit, il s'est endormi. Pour toujours.
Les yeux de Joël s'agrandirent, puis se remplirent de larmes. « Comme mon papa », murmura-t-il. Je hochai la tête, submergé moi-même par l'émotion. Joël se jeta dans mes bras, son petit corps secoué de sanglots. Nous restâmes longtemps ainsi, partageant une peine commune. Quand enfin il s'apaisa, il sortit une feuille de sa poche. J'avais fait un dessin pour Tucker. « Tu pourras l'enterrer avec lui ?» J'ouvris la feuille et découvris une représentation naïve. Tucker, un petit garçon qui devait être Joël, et un homme plus grand en uniforme militaire. « C'est moi et mon papa », expliqua Joël. « Et Tucker, maintenant, peut-être qu'il était déjà avec lui là-haut. » Un frisson me parcourut. « Comment s'appelait ton père, Joël ?»« David. »« David Mercer, répondit-il. Je ne l'ai jamais connu, il était mort en Afghanistan. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. David Mercer. Harold s'appelait Mason. Et s'il y avait eu un second mariage, et si ce David était bien celui qui avait épousé la mère de Joël? Je fus submergé par les coïncidences. Joël confirma, Harold était son grand-oncle qu'il voyait rarement. Je compris alors que Joël était le fils de David, le soldat qui avait partagé la vie de Tucker. La boucle prenait une dimension encore plus profonde. Tucker avait inconsciemment veillé sur le fils de son ancien maître. Quand Lisa, la mère de Joël, arriva pour le récupérer, je la fis entrer encore sous le choc. Joël l'informa, la voix tremblante. « Maman, Tucker est mort. C'était le chien de papa, pas vrai ?» Lisa, une trentenaire cernée, me regarda perplexe. « Le chien de ton père, je ne sais pas. Il ne m'a jamais parlé d'un chien. Nous étions mariés depuis 6 mois seulement quand il est tombé malade. Il était distant, ne voulait pas que je le voie dépérir. J'étais enceinte de Joël. Je suis parti, il est mort sans qu'on se réconcilie. » Je l'emmenai vers Harold le lendemain et le vieil homme confirma tout, incrédule d'apprendre que Lisa, la mère de Joël, était en réalité la veuve de David. Pendant toutes ces années, chacun avait fait son deuil dans son coin, ignorant qu'il y avait un enfant. Tucker, lui, semblait l'avoir deviné d'instinct quand il s'était rapproché de Joël, détectant en lui quelque chose qui lui rappelait David. Harold apporta un vieux coffre en métal où étaient rangés des effets personnels de David. Médailles, lettres, photos. Au fond, un journal tenu par David pendant ses déploiements où il parlait souvent de Tucker, de leurs liens hors du commun. Des IED qu'il avait évités grâce à lui. La dernière page, écrite d'une main tremblante, racontait la création de ce fameux médaillon en laiton. « Je veux que le monde sache que Tucker a été aimé si on vient à être séparés. Parce qu'il n'est pas seulement un chien, il est mon frère d'armes. » Lisa, bouleversée, fondit en larmes. « J'aurais tellement voulu savoir. Je n'imaginais pas que David avait déjà adopté un chien et qu'il a continué de veiller sur son fils, par l'intermédiaire de Tucker. » Joël, qui suivait la scène, demanda « Est-ce que je peux garder son collier ?» Je récupérai alors la petite boîte où je conservais le vieux collier et sa plaque. « Si vous lisez ceci, j'ai été aimé une fois. »« Bien sûr, murmurai-je. »« Parce que Tucker n'a pas été aimé qu'une fois, dit Joël, les yeux brillants. Il l'a été plein de fois par plein de gens. Les mots d'un enfant, encore une fois, nous percutaient de leur vérité simple. Chacun de nous avait aimé Tucker à sa façon, et Tucker nous avait tous réunis, bouclant des cercles de chagrin et d'incompréhension. Dans les jours suivants, je mis les visites de thérapie en pause, j'expliquais à Suzanne, Mary et au centre des vétérans que Tucker était parti. Tous furent touchés, des parents m'apportèrent des dessins, des lettres. À Maple Pines, les résidents pleurèrent à la perte d'un ami silencieux mais fidèle. Suzanne suggéra une cérémonie pour les enfants. Mary proposa d'y associer les résidents. Harold obtint l'accord du centre communautaire pour organiser un hommage. Lisa contacta les proches. Même Richard Thompson, plein de regrets, voulut aider. Le jour venu, la salle était pleine. Sur une table, on déposa fleurs, photos, souvenirs. Plusieurs prirent la parole. George Parker parla de la guerre, Suzanne de Caleb et son mutisme. La directrice évoqua les progrès de Joël. D'anciens soldats racontèrent comment Tucker avait su reconnaître leur douleur sans jamais prononcer un mot. Joël conclut, le collier de Tucker dans les mains. « Mon papa est mort avant ma naissance, mais Tucker le connaissait. Grâce à lui, j'ai appris à connaître un peu mon père. Et maintenant, je me souviendrai toujours de Tucker. » Quand mon tour arriva, je dis simplement « Tucker portait cette phrase. Si vous lisez ceci, j'ai été aimé une fois. Mais il a été aimé bien plus qu'une seule fois. Il était plus qu'un chien. Il était un lien, une force tranquille, un héros. Et grâce à lui, aujourd'hui, Mapleton se sent un peu plus uni. » Après les discours, les gens restèrent dos pour discuter, partager souvenirs et émotions.
Richard Thompson s'approcha, résolu. Le conseil a voté la création du Tucker Fund pour soutenir les frais vétérinaires des animaux de service et la formation des maîtres chiens. On voudrait que tu sois le premier président. Avant que je réponde, Harold arriva, s'appuyant sur sa canne. Ma ferme est trop grande pour moi. La VA a un programme pour les vétérans ayant besoin de chiens d'assistance. On pourrait y aménager un lieu de rééducation, accueillir quelques chiens militaires retraités, leur offrir une seconde vie, tout en aidant des soldats à guérir. Il se tourna vers Thompson. L'association soutiendrait un tel projet ? Oui, répondit Thompson. Je suis sûr que les membres voteront pour. L'idée d'un sanctuaire baptisé Reggie's Rest Stop en hommage à Tucker m'enthousiasma. Je ne sais pas gérer une association, avouai-je. Lisa intervint. Moi si. Et Joel y trouverait un lien avec son père. Harold pourra veiller sur le projet. Au printemps, l'atelier fut transformé. Box, salle de soins, zone d'entraînement. Le fonds Tucker permit de financer le tout. Je quittai ma maison pour m'installer chez Harold et l'aider. 1 an après ma première rencontre avec Tucker, Reggie's Rest Stop fut inauguré. Joel insista pour garder le nom Reggie, symbole du chien que tout le monde avait appris à aimer. Notre premier pensionnaire, Cairo, un malinois réformé, traumatisé et craintif. Son maître, le caporal Rodriguez, était en convalescence. Il ne fait plus confiance à personne, m'avertit-il. Je m'approchai lentement de Cairo, mains ouvertes, et sortis la plaque de Tucker. Si vous lisez ceci, j'ai été aimé une fois. Tucker était un soldat comme toi, dis-je, et il a trouvé une nouvelle mission. Toi aussi, tu le peux. Cairo huma le médaillon, puis leva lentement les yeux vers moi. Rodriguez, stupéfait, il ne fait jamais ça ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Rien, il sent juste qu'ici c'est un refuge, plus un champ de bataille. Plus tard, en fin d'après-midi, alors que le soleil caressait de son or discret l'ancienne ferme d'Harold, nous observions Cairo et Rodriguez dans le grand enclos. Le chien, avec prudence, commençait à flairer le sol, s'accoutumant à ce nouvel espace. Rodriguez, bras croisés, paraissait moins stressé qu'à son arrivée, comme s'il réalisait qu'on lui offrait un havre de paix pour se reconstruire. Lisa et Joël vinrent nous rejoindre sur le porche. Joël désigna du doigt un petit lapin qui s'était glissé dans l'enceinte, à quelques mètres de Cairo. Le malinois le remarqua, se raidit, mais ne fit pas mine de poursuivre. Il se contenta de le fixer, l'air intrigué. « Regarde, il ne cherche pas à l'attraper », nota Joël. « C'est exactement ça », murmurai-je avec un sourire. Il est en train de trouver une nouvelle façon d'être courageux. Je me surpris à imaginer Tucker veillant quelque part, fier de voir qu'un autre chien, un autre soldat, allait suivre le chemin qu'il avait lui-même tracé. Tucker nous avait montré que nos plus grandes contributions pouvaient surgir lorsque nous pensions avoir tout perdu. Lui qui portait tant de cicatrices, tant de douleurs invisibles, avait révélé un potentiel extraordinaire dans ces années de crépuscule. Il avait connecté plusieurs générations, résorbé des plaies anciennes, sauvé des enfants, aidé des vétérans à renaître. En nous quittant, il laissait cette interrogation. Que pouvons-nous faire nous aussi dans ces dernières pages de nos vies ? Quel pont pouvons-nous encore jeter ? Quelles blessures pouvons-nous encore panser ? Ces 7 mots gravés sur le médaillon résonnaient « Si vous lisez ceci, j'ai été aimé une fois ». Mais en réalité, Tucker avait été aimé non pas une seule fois, mais d'innombrables fois. Et son histoire montre qu'on peut encore aimer et être aimé plus qu'on ne le croit possible, jusqu'au dernier instant et même au-delà. Merci d'avoir suivi cette aventure incroyable. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires, pleines d'émotions et d'espoir.